Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui a, disons, crispé les relations entre Alger et Berlin. Oui, une affaire assez révélatrice. Tout commence avec une visite présidentielle algérienne annoncée en Allemagne. Une invitation officielle pour parler coopération, économie, avenir. Classique. Classique en apparence, mais très vite, un nom vient électriser l'atmosphère. Boualem Sansal. Exactement. Et la question fuse immédiatement, surtout dans certains médias. Berlin pose ses conditions à Alger. C'est ça la question sous-jacente. Est-ce qu'on est face à une simple sollicitude humanitaire pour un écrivain, certes controversé, ou bien est-ce le début d'une crise diplomatique, peut-être même savamment orchestrée, avec Sansal comme levier ? C'est ça qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Parce qu'au-delà des faits bruts, des rumeurs, des démentis qui ont été quasi immédiats, très rapides, oui. Cette affaire, elle agit comme un révélateur. Elle nous montre un peu les jeux d'influence, parfois feutrés, la guerre de l'information qui semble viser l'Algérie de façon assez récurrente. Une guerre de l'info, oui. Mais aussi, et c'est peut-être le point le plus important, elle met en lumière l'affirmation de plus en plus nette de la souveraineté algérienne dans ce contexte mondial qui bouge énormément. Une souveraineté revendiquée haut et fort. Reprenons peut-être le fil. Au départ, il y a cette information, ou disons cette fuite, assez bien orchestrée, semble-t-il. Oui, le timing est rarement innocent dans ces cas-là. Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, aurait fait une demande officielle à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. Une demande officielle. Oui. L'objet examiné avec bienveillance, une possible grâce spéciale pour Boualem Sansal. Les arguments avancés sont assez classiques, humanitaires, médicaux. On parle de son âge, plus de 81 ans, une santé fragile. Une demande humanitaire donc, mais formulée comme par hasard juste avant une visite présidentielle bilatérale majeure. La coïncidence est, elle interpelle, disons. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, comme par magie, certains médias, et Alger les identifie assez vite comme étant proches du Maroc, du Maxen. Oui, l'establishment marocain. Voilà, s'empare de l'affaire et, hop, la demande se transforme en ultimatum. Le message qui tourne en boucle, c'est « libérer Sansal, sinon pas de visite de Tebboune à Berlin ». Franchement, le timing, la transformation de l'info, c'est suspect, non ? Simple fuite malencontreuse ou vraie manœuvre pour faire capoter la visite, pour mettre la pression sur Alger? La réaction algérienne, en tout cas, elle n'a pas tardé. Elle a été même très vive et assez structurée. On a vu notamment l'intervention d'une journaliste, Leila Haddad. Ah oui, une voix connue pour être assez patriote, disons, sur la scène médiatique européenne. C'est ça. Son démenti a été absolument catégorique. Aucun lien, dit-elle, entre la visite présidentielle, qui, elle le rappelle, est une invitation officielle allemande, centrée sur l'économie, la politique, l'énergie et le sort de Boualem Sansal, ou même une prétendue nécessité de traitement médical pour le président Tebboune en Allemagne, une autre rumeur qui circulait. Donc elle balaye tout ça. Complètement. Elle qualifie cette histoire d'ultimatum de pure invention. Elle l'attribue à ce qu'elle appelle les hadchas, un terme assez péjoratif localement pour désigner des manipulateurs ou des relais d'intérêt hostiles. Des relais. Pages manipulées sur les réseaux sociaux. L'objectif, selon elle, est clair. Salir l'image de l'Algérie. Elle insiste, la démarche allemande était et reste purement humanitaire, sans aucune condition. Bon, ça c'est la contre-offensive médiatique algérienne, très claire, très directe. Mais du côté allemand, silence radio sur cet ultimatum présumé. C'est un point crucial. Absolument aucun communiqué officiel de Berlin n'est venu confirmer cette version de l'ultimatum. Au contraire, les signaux allemands, eux, allaient plutôt dans le sens d'un renforcement de la coopération. Énergie, industrie. Le pragmatisme allemand, peut-être. Sans doute. Et des médias algériens, comme la chaîne Anarar, citant des sources diplomatiques, ont vite confirmé la version de Haddad. Visite bilatérale normale, planifiée. Le dossier Sansal, insiste-t-il, c'est une affaire de justice algérienne. Souveraineté totale là-dessus. Si une demande étrangère est examinée, c'est dans un cadre strictement humanitaire, bien séparé du politique. La distinction est martelée. D'accord. Le message d'Alger, c'est donc circuler, il n'y a rien à voir, ou en tout cas, rien qui touche à notre souveraineté judiciaire. Mais alors, revenons à cet écrivain, Boualem Sansal. Pourquoi lui? Pourquoi cristallise-t-il autant de passion, de tension? Ce n'est pas un opposant politique classique. Qu'est-ce qui le rend si sensible? C'est vrai qu'il est une figure extrêmement clivante en Algérie. Son parcours aide à comprendre pourquoi. Il faut rappeler les faits judiciaires d'abord. Condamné en 2025, 5 ans de prison ferme. 5 ans ferme. Oui.
Et les motifs sont très lourds, trahison, atteinte à la sûreté de l'État. Ça, c'est ce qui est rapporté. Cette condamnation viendrait de déclarations qu'il a faites sur une chaîne de télévision française. Des déclarations fracassantes, j'imagine. Oui, explosives même. Il aurait dit que l'Ouest algérien était historiquement un territoire marocain arraché par la France. Et pire encore, que les leaders de la révolution algérienne s'étaient engagés à le rendre au Maroc après l'indépendance. Une promesse non tenue, selon lui. Ah oui, là, toucher aux frontières héritées de la colonisation et à la légitimité de la guerre de libération, c'est toucher au nerf vif du récit national algérien. L'onde de choc a dû être énorme. Absolument. C'est perçu comme une attaque directe contre l'intégrité territoriale, la souveraineté. Ça a provoqué une indignation quasi générale. Et puis, il y a un autre élément symboliquement très fort, sa naturalisation française. Obtenu quand ? Par décret présidentiel d'Emmanuel Macron, en 2024. Pour beaucoup en Algérie, ça a été vu comme une sorte d'allégeance à l'ancienne puissance coloniale. Le symbole est fort, oui. Son passé n'est pas neutre non plus. Il a été haut fonctionnaire, directeur général de l'industrie sous Bouteflika, avant d'être limogé en 2003. Et ses positions idéologiques, exprimées dans ses livres ou ses interviews, sont aussi très controversées. Par exemple, il a pu qualifier la révolution algérienne de guerre civile, considérer l'indépendance comme une erreur historique. Et il a souvent pris position pour les thèses marocaines sur le Sahara occidental. bon, le tableau est assez complet. Accusation de trahison, remise en cause des fondements de l'Algérie, naturalisation française, position pro-marocaine. On comprend mieux pourquoi il est devenu une figure rejetée, voire qualifiée de traître par beaucoup en Algérie. Exactement. Et ça réactive sans doute ce débat un peu douloureux sur la double loyauté de certaines élites binationales, accusées parfois de critiquer l'Algérie depuis Paris après y avoir exercé le pouvoir. Tout à fait. Son profil, pour ceux qui voudraient déstabiliser l'Algérie, offre un angle d'attaque. Idéal. L'intellectuel persécuté pour ses idées, même si ses idées sont vues comme une trahison par son propre pays. Personnage clivant, on est d'accord. Mais si on se focalise trop sur l'individu, on risque de rater l'essentiel, non ? Cette affaire, cette instrumentalisation médiatique de son cas, est-ce que ce n'est pas juste le symptôme d'une stratégie plus vaste ? Une guerre de l'information, une campagne visant à Alger et ses ambitions nouvelles ? C'est très clairement l'analyse qui prédomine dans les cercles politiques et médiatiques algériens. L'affaire Sansal est présentée comme un cas d'école, oui, un révélateur des mécanismes d'intoxication, de guerre médiatique que l'Algérie estime subir en permanence. Et qui serait derrière, selon cette lecture ? Les sources algériennes pointent souvent du doigt ce qu'elles nomment des cercles hostiles. Le voisin marocain est souvent visé, plus ou moins directement, avec ses relais médiatiques, parfois avec des termes assez crus d'ailleurs, comme la presse de l'Azriba ou les fils de Bir. Des expressions locales assez imagées. Oui, et très négatives. Les objectifs prêtés à ces campagnes sont multiples et surtout stratégiques. C'est-à-dire, quels seraient ces objectifs ? Premièrement, bien sûr, affaiblir la crédibilité de l'État algérien à l'international, le dépeindre comme répressif, arbitraire. Deuxièmement, semer le doute, la méfiance, au sein même de l'opinion algérienne envers ses propres institutions. Miner la confiance de l'intérieur. Voilà. Troisièmement, projeter l'image d'une Algérie vulnérable, malade. La rumeur sur la santé du président Tebboune allait dans ce sens. Une Algérie dépendante des pressions étrangères. Et enfin, le plus important peut-être d'un point de vue géopolitique, contrer ce qu'Alger perçoit comme sa montée en puissance. Sa montée en puissance diplomatique, économique. Exactement. Son influence en Afrique, en Méditerranée, son rôle dans l'énergie. Dans ce contexte, Boualem Sansal devient un prétexte. Une arme symbolique parfaite pour tester la solidité des institutions, la cohérence politique de ce qu'on appelle l'Algérie nouvelle. Une instrumentalisation assez classique, finalement, de la figure de l'intellectuel dissident pour des objectifs géopolitiques. Mais Alger semble avoir vu venir le coup et l'avoir contré assez vite. Oui, plusieurs analystes algériens soulignent que ce type d'ingérence, sous couvert humanitaire, ce n'est pas nouveau pour l'Algérie. Le pays y aurait développé une sorte de résistance systématique. Il y aurait une certaine maturité, une conscience collective pour distinguer ce qui relève de la compassion humanitaire légitime et ce qui est du chantage politique déguisé. La ligne rouge de la souveraineté ? Constamment rappelé. C'est la boussole. Et cette réponse algérienne, alors, au-delà du démenti médiatique de Layla Haddad, on a parlé d'une sorte de sérénité presque calculée. C'est une façade pour cacher une certaine friabilité, ou c'est vraiment le signe d'une confiance nouvelle, d'une doctrine diplomatique assumée ?
La posture algérienne observée ici, elle repose sur plusieurs piliers, je crois. D'abord, l'affirmation inflexible des principes cardinaux. Souveraineté nationale absolue, non-ingérence dans les affaires intérieures. C'est constitutionnel, c'est traditionnel dans la diplomatie algérienne. La justice est indépendante, point. Imperméable aux pressions externes, c'est le message. C'est le message. Ensuite, une réponse qui se veut mesurée, refus de tomber dans l'escalade verbale, la surenchère, l'émotionnel. La communication officielle, elle, privilégie la clarté, la constance. On laisse les rumeurs s'effondrer d'elles-mêmes face aux faits, face au déroulement normal des relations avec l'Allemagne. C'est le fameux calme institutionnel, une stratégie du silence face à l'agitation médiatique. Plutôt une stratégie de focalisation sur le réel pour contrer la fiction médiatique. Alger met en avant la poursuite normale de ses relations avec Berlin. On rappelle la visite précédente du chancelier Scholz en Alger, les accords importants signés, notamment sur l'hydrogène vert, un domaine stratégique. Les faits, rien que les faits. C'est l'idée. Et ce calme, cette absence de surréaction aux provocations, c'est vu à Alger comme une stratégie délibérée. Le but serait d'irriter les adversaires qui, eux, aimeraient une Algérie réactive, impulsive, divisée, fragile. Et ils se heurteraient à un État perçu comme solide, sûr de lui, maître de son agenda. Intéressant comme stratégie. Mais cette affaire a quand même créé quelques remous en interne, non? Vous avez mentionné les critiques de Leila Haddad envers ses confrères algériens. Oui, tout à fait. Sa sortie très véhémente a lancé un débat secondaire mais intéressant dans le milieu journalistique algérien. Elle a reproché à certains médias algériens d'avoir relayé trop vite ces rumeurs d'ultimatum sans assez de prudence, sans vérifier, faisant ainsi le jeu, selon elle, des campagnes de désinformation. Et ça a été bien reçu? Disons que son ton, jugé très dur par certains, a été critiqué. D'autres ont salué son courage, la nécessité de rappeler la déontologie face aux manipulations. C'est le débat classique. Vitesse de l'info, vérification, et puis une certaine responsabilité patriotique dans un contexte perçu comme hostile. Bien sûr, cette posture de fermeté algérienne, cette affirmation de souveraineté un peu ombrageuse, comment elle s'intègre dans les relations plus globales de l'Algérie, notamment avec l'Europe? On pense à l'Allemagne, évidemment, mais aussi et surtout à la France, la relation historique passionnelle, complexe. C'est là, justement, que l'affaire Sansal prend une dimension géopolitique plus large. La gestion de cette crise par Alger, ça reflète un changement d'équilibre qu'Alger perçoit comme majeur. L'Algérie semble vouloir montrer très clairement qu'elle ne voit plus la France comme son seul interlocuteur ou comme une puissance capable de lui dicter quoi que ce soit. Une diversification des partenaires? Très net. Renforcement des liens avec la Chine, la Russie, la Turquie, mais aussi ouverture vers l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne. Cette multipolarité affichée, ça donne à Alger, du moins c'est l'idée, un plus grand pouvoir de négociation. Ça rendrait les pressions unilatérales, d'où qu'elles viennent, moins efficaces. Et en même temps, l'Algérie met en avant son propre rôle stratégique. Oui, elle se voit comme un acteur clé en Afrique du Nord, au Sahel. Sécurité, médiation et bien sûr énergie, surtout depuis la guerre en Ukraine. Donc un partenaire incontournable, y compris pour l'Europe. Ce qui pourrait expliquer la réaction allemande finalement assez pragmatique dans cette affaire. C'est une lecture possible. Les relations algéro-allemandes pourraient même sortir renforcées. L'Allemagne est souvent vue comme plus pragmatique, moins chargée d'histoires conflictuelles avec Alger que la France. Elle a des besoins, énergie, industrie, stabilité régionale. Le partenariat semble se bâtir sur la confiance, la réciprocité et un respect affiché de la souveraineté algérienne. Tant que les intérêts convergent, Berlin semble avoir compris où était la ligne rouge. Et la France alors? Comment Paris gère cette Algérie qui, visiblement, veut s'émanciper de cette relation exclusive et imposer ses propres termes? Les analyses pointent souvent une tension interne en France. D'un côté, il y a une approche pragmatique, surtout dans les milieux économiques, qui reconnaît le nouveau poids d'Alger et la nécessité de composer avec. De l'autre, des courants peut-être plus nostalgiques, certains diraient néocoloniaux, ou simplement plus liés à la politique intérieure française, la mémoire, l'immigration, qui ont du mal à accepter cette nouvelle donne. Deux lignes qui s'affrontent. Un peu. Et face à ça, la stratégie algérienne vis-à-vis de Paris semble reposer sur 3 piliers. Respect mutuel strict, reconnaissance absolue de la souveraineté et parité dans la relation. Toute tentative de pression, d'ingérence, comme celle supposée dans l'affaire Sansal si elle était venue de Paris, serait, selon la doctrine actuelle d'Alger, vouée à l'échec. L'Algérie veut imposer ses propres règles du jeu. Ce qui nous ramène à des figures comme Sansal,
Simple pion dans ce jeu qui les dépasse, ou est-ce qu'ils conservent une influence propre à eux ? Vu d'Alger, et c'est ce qui ressort des sources qu'on analyse, ces intellectuels critiques souvent installés à l'étranger, naturalisés, sont qualifiés de déracinés. Ils serviraient, consciemment ou non, d'autres agendas. Ils peuvent avoir un écho en Occident, oui. Le récit de l'intellectuel dissident face à un régime autoritaire, ça fonctionne toujours. C'est un narratif porteur. Exactement. Mais il n'aurait plus, selon cette perspective algérienne, de réelle légitimité ni d'influence significative sur la société algérienne elle-même. Elle avancerait indépendamment de ses voix critiques externes. Ils sont vus davantage comme des instruments que comme des acteurs autonomes. Pour synthétiser donc cette affaire Boualem Sansal, c'est bien plus qu'une anecdote. Ça agit comme un puissant révélateur. Ça met en scène cette détermination farouche de l'Algérie d'aujourd'hui à affirmer sa souveraineté, à refuser toute ingérence, à résister aux campagnes médiatiques qu'elle juge hostiles. Une affirmation très nette. Et ça illustre aussi une configuration géopolitique plus large. Alger, forte de ses atouts énergétiques et stratégiques, diversifie ses alliances et veut imposer un dialogue d'égal à égal, même avec ses partenaires européens. L'Allemagne, en adoptant une posture jugée pragmatique et respectueuse, semble l'avoir peut-être mieux compris que d'autres. Une Algérie debout, souveraine, inébranlable. La rhétorique est forte, elle est assumée. Mais on peut se poser la question, cette posture d'affirmation nationale très forte, cette crispation sur la souveraineté absolue, dans un monde où les interdépendances économiques, sécuritaires, climatiques sont si fortes, est-ce que c'est tenable à long terme, sans risquer une forme d'isolement, choisie ou subie ? C'est une vraie question. Et ces voix dissidentes, même si elles sont qualifiées de déracinées et rejetées à Alger, quelle influence gardent-elles réellement dans les chancelleries occidentales, dans la formation des opinions publiques là-bas, et donc, au final, sur les marges de manœuvre de la diplomatie algérienne elle-même ? L'équation, elle reste complexe, et sans doute loin d'être simple à résoudre.